Nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. Madame Sophia Kenyonsi Adano, Sana Komla Sadio Etou et Oris Donkovi. On parlait du Mali et de l'assassinat des Mauritaniens. Rien pour l'instant ne permettait d'accuser les soldats maliens. Ce sont les propos du gouvernement du Mali. Oris Donkovi, vous aviez la parole. Voilà, donc je disais que lorsqu'on a un pays comme la Mauritanie qui a réussi le tour de force d'avoir un islam plus ou moins rigoriste avec une stabilisation au niveau de la sécurité de son État, effectivement, on peut avoir la crainte de cet État d'avoir des exactions qui sont commises au sein de ces populations qui pourraient réveiller, disons, qui pourraient alimenter certains démons. Donc, d'où je pense la réaction de la Mauritanie qui est juste, mais aussi la réaction du Mali aussi, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle s'aborde ses propres projets. Donc il faut trouver quel est l'instigateur, quel est le groupuscule qui tente de semer la zizanie au sein de cette frontière. Est-ce que c'est un complot, si vous voulez, comme certains le présument, occidental? Est-ce que ce sont les groupes terroristes qui ont envie de s'acclimater sur le sol malien, qui ont envie de semer la zizanie? Est-ce que c'est un problème politique interne à la Mauritanie, quelque chose qui n'est pas à exclure? Et il y a tous ces trucs à explorer. Alors, dans tout ce que Oris Donkovi a énuméré tout à l'heure, Madame Sophia, vous pensez à quoi? Un complot des Occidentaux, de la France surtout, un complot non, pas du tout, un complot des États de la CEDEAO. Bon, ça peut venir aussi de la Mauritanie, comme Horus l'a dit tout à l'heure. Bon, toutes les pistes ne sont pas quand même à négliger. Il faut les explorer. Dans tous les cas, ce n'est pas les Maliens. Jusqu'ici, on n'a pas trouvé les coupables. Donc, aucune enquête n'est faite jusqu'ici. Donc, il faut trouver les coupables. Donc, il ne faut pas écarter cette piste-là. Je ne vais pas dire maintenant que c'est la France et autres. Il faut faire les enquêtes pour arriver quand même à saisir les fauteurs de troubles. Donc, je crois que le gouvernement malien a un intérêt vraiment à ce que ces enquêtes-là se fassent pour que ça aboutisse à des conclusions et à des résultats vraiment satisfaisants, pour que les responsabilités soient situées. Sinon, si ça reste comme ça, il y avait déjà eu des assassinats en janvier. Donc, les enquêtes n'ont rien donné et rien n'est sorti sur ces assassinats-là. Donc, si ça a perdu, je crois que les relations entre la Mauritanie et le Mali seront froissées. Et cet embargo que la CEDEAO a imposé avec les autres communautés internationales, et ça va quand même mettre le bâton dans le roue des Maliens. Donc, ils ont intérêt à assainir et à purifier quand même ces relations pour que de réelles et collaboration naissent pour de longue durée pour le Mali. Alors, Sana Sadio, les gens trouvent un peu de contradiction dans ce que le gouvernement malien est en train de dire, quand au même moment on dit qu'on sécurise une grande partie aujourd'hui du territoire malien et on voit la répétition de ces actes. On peut se poser des questions sur comment on assure la sécurité dans ce pays. Non, c'est-à-dire... oui, on peut se poser la question, d'autant plus que moi j'ai le sentiment que la propagande sur les médias a pris le dessus sur les réelles opérations sur le terrain. Après tout ce qui est annoncé avec Vacarme, la dernière fois on a appris qu'un camp militaire a été attaqué. C'est-à-dire un camp militaire a été attaqué. La dernière fois, c'était Justin qui nous parlait au lendemain où on annonce que après 3 heures de combat, on a pu déloger tous ces groupes armés au niveau de la zone des 3 frontières. Le lendemain, il y a eu des opérations de ces groupes armés. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter tout ce qui est de cette campagne médiatique que moi j'appelle de la propagande pour s'adonner sérieusement à la lutte contre ces groupes armés. Alors, Horus Donkovi, l'essentiel c'est de voir ces deux gouvernements aujourd'hui parler et apporter les solutions à ce qui se passe aujourd'hui. Vous pensez, Horus, que ça va aller plus en profondeur pour trouver les solutions?
Bon, ça peut aller plus en profondeur si on évite de tourner autour du pot et on va aux choses concrètes. Moi, je m'étonne que ce qui soit reproché se produise au niveau de la frontière et qu'on n'ait pas de troupes conjointes. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, si vous avez eu déjà des problèmes du genre, comment se fait-il que vous n'ayez pas de troupes conjointes mauritano-maliennes? Pour moi, il s'agit d'évidence. Si le Congo, à un moment, malgré les frictions qu'il a pu avoir avec l'Ouganda, malgré les frictions qu'il a pu avoir avec le Rwanda, en vient à un moment à accepter qu'il y ait une jonction des troupes pour pouvoir déloger un certain nombre de bandits armés, mais je ne comprends pas pourquoi la Mauritanie et le Mali n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente pour faire des patrouilles collégiales. Ouais. D'autant plus que les terroristes, les bandits, ils s'affranchissent des frontières. Ils passent d'une frontière à une autre. Donc il n'y a pas de sens. Sans aucune difficulté. Ouais. Sans aucun... donc la meilleure solution, c'est justement à un moment, et c'est là où je suis un peu... je suis un peu étonné parfois de l'efficacité de nos organismes sous-régionaux. C'est étonnant qu'au sein on arrive à faire des jonctions économiques, des collaborations économiques, on arrive à faire des collaborations artistiques, culturelles et ainsi de suite. Et après, étonnamment, quand il s'agit de sécuriser les populations, on trouve qu'il y a un problème de leadership à organiser une jonction des armées, une organisation. Il n'y a pas de raison. Il y aurait eu des troupes mauritaniennes et maliennes organisées en faction qui puissent avoir l'avantage de passer d'un État à l'autre, qu'on n'en serait peut-être pas là à ce niveau-là. Il n'y aurait pas de friction entre États parce que vous faites partie des troupes qui sécurisent la zone. Donc vous avez votre service intelligence qui vient à un moment vous faire le bilan de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit et de comment il y a eu des interventions. Donc à un moment des populations, oui, je partage ce que Sana dit. Il y a quelque chose de très paradoxal et de très dangereux à faire des annonces en disant nous avons résolu le problème, nous avons évincé tant de groupes, tant de personnes, tant de choses. Et après, au bout, 2 jours après, 3 jours après, on dit 30 personnes ont été attaquées, 60 personnes ont été... Et dans tout le conflit, sous-régional, on a eu ça. Au Nigeria, avec Boko Haram, on a eu ça. On a eu un président qui a dit je vais tout éradiquer. Et à chaque fois qu'il faisait un effet d'annonce, le lendemain ou la semaine qui suit, on frappe. On a eu des enfants kidnappés, des femmes kidnappées, on a eu des hommes massacrés, tout ça. Vous allez au Niger, même chose. Vous allez au Burkina, même chose. Mali, même chose. À un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire, il faut laisser le côté propagande et laisser, je pense, à la corporation que sont les journalistes, les enquêteurs, les ONG, faire leur travail. Parce que je ne sais pas comment on peut résoudre un tel problème si on n'implique pas de façon humble et de façon franche les populations en leur disant la vérité. Et si vous dites aux gens qui sont sécurisés, qui n'ont plus rien à craindre, que vous avez évincé les terroristes, comment voulez-vous que ces populations-là s'apprêtent moralement, stratégiquement et techniquement à une attaque? D'autant plus que vous présumez pouvoir les protéger. Et elles constatent de fil en aiguille que cette protection-là ne marche pas. Alors, ça, vous voulez ajouter quelque chose? La question. Oui, Sana, on va quitter Bamako pour Moscou. Et le président russe Vladimir Poutine a prévenu jeudi que les sanctions occidentales visant son pays en lien avec l'Ukraine allaient aggraver la crise énergétique et l'inflation des prix alimentaires à l'échelle mondiale. Alors que les morsures de ces mesures punitives commencent à se sentir en Russie, avec notamment un effondrement du rouble, le président Poutine s'est voulu rassurant, soutenant qu'elle n'affecterait pas durablement ses concitoyens. Sana Sadio, d'abord, cette sortie du président Poutine, est-ce que ce n'est pas une sortie aussi diplomatique? La Russie ne commence-t-elle pas par sentir les sanctions économiques?
avant de revenir à ça, je ne savais pas qu'il y aurait changement. Vous voulez ajouter quelque chose sur... Oui, je voulais juste ajouter que, bon, il y a aujourd'hui des collaborations, par exemple, entre l'armée togolaise, béninoise et burkinabé qui ont fait une opération de ratissage des frontières. Donc il y a de ces choses-là. Donc c'est quelque chose aussi à faire entre le Mali et la Mauritanie. Sûrement. Bon, maintenant, concernant le cas de la Russie, je crois que c'est paradoxal. Si M. Poutine fait cette annonce, pas plus tard que hier, il a clairement reconnu les conséquences des sanctions économiques sur son pays. Vous savez, quand un pays, en l'espace d'une semaine, la monnaie perd 2/3 de sa valeur, en plus, il a annoncé des mesures de rétorsion en interdisant l'exportation de certains produits vers une liste de pays dits non amicaux, dits inamicaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sent que les sanctions occidentales, puisqu'il y a les sanctions de l'Europe et puis combinées à celles des États-Unis, qui viennent aujourd'hui mettre sous embargo le pétrole russe, qui représente 67% de ses exportations. Alors les États-Unis se tourneraient vers le Venezuela, c'est paradoxal. Exactement, c'est ce qui est dit. Bon, moi, on ne va pas rentrer aussi dans ce sujet, qui est cette hypocrisie dans les relations occidentales. Tout d'un coup, les États-Unis pensent à assouplir les relations avec l'Iran. Vous voyez un peu, donc c'est un autre sujet à part. Il y a une hypocrisie dans les relations internes. Tout d'un coup, là, l'Iran devient fréquentable parce qu'on a des problèmes avec la Russie et qu'il faut des alliances de circonstances. Donc aujourd'hui, 67% des exportations russes sont sous embargo. L'Europe, qui représente le premier client de la Russie, 40% de ses exportations, on voit aujourd'hui que on est en train vraiment de toucher à l'économie de la Russie. Il y a des annonces, par exemple, comme la possibilité de transfert des obligations à des non-résidents. Là, ça veut dire maintenant qu'on sent que sur le plan financier, ça ne va pas du tout. Il y a beaucoup de mesures qui ont été annoncées. Donc aujourd'hui, on sait finalement que, quel que soit ce qui a été dit, on ne comprend pas pourquoi, malgré l'importance des réserves que la Russie avait annoncé, on avait dit que l'économie russe pourrait encore tenir pendant un an. Les gens ont parlé de 2 ans. Donc, en moins de 2 mois, on se rend compte que vraiment l'économie russe est touchée. C'est vrai qu'il y a eu Vous parlez de 2 mois, c'est moins d'1 mois même. Oui, c'est moins d'1 mois. Donc, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Normalement, qu'est-ce qu'on appelle les réserves de change? Les réserves de change permettent de garantir, entre autres, la stabilité de la monnaie. Donc, ça veut dire que quand la monnaie se déprécie, perd de sa valeur, ce que vous achetez, vous importez, ça devient plus cher. Et le mécanisme, ça arrange l'économie si vous arrivez à exporter. C'est-à-dire, les importations deviennent plus chères, vos importations, leur prix baisse. Donc ça joue sur les volumes. Malheureusement, voilà que les exportations, notamment 67% de ces exportations sont sanctionnées. Oui, il y a eu des partenariats avec des accords signés avec la Chine pour essayer d'exporter, mais il faut se demander, la Chine en importait où? Est-ce que tout d'un coup la Chine va privilégier la Russie et abandonner ses anciens fournisseurs? La Chine aussi a ses fournisseurs, la Chine aussi a des relations qu'il entretient avec aussi bien des pays asiatiques qu'ailleurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'économie russe est durablement touchée. Il y a l'agence de notation Fitch qui annonce l'imminence du défaut de paiement. C'est-à-dire, le défaut de paiement, ça veut dire que l'État russe serait bientôt et à très court terme dans l'incapacité de payer les dettes de ses créanciers. Donc, on sent qu'aujourd'hui, l'économie russe, on peut dire, est au bord du gouffre. Déjà, la situation économique était morose. On parle de l'hyperinflation, c'est-à-dire, aujourd'hui même, il y a un problème de, envers ses créanciers, à cause de la dépréciation du rouble, et de la non-disponibilité des devises. La Russie annonce qu'elle ne pourra plus payer ses créanciers en dollars, puisque le dollar, c'est la monnaie d'échange. Donc, il veut payer en rouble.
ça veut dire c'est des signes annonciateurs que vraiment il y a des problèmes en Russie. Et quoi qu'il le dise, c'est normal, lui il va essayer de minimiser la chose. C'est dans son rôle de ne pas présenter la chose aussi dramatique. On se rappelle le cas du Zimbabwe, quand l'inflation a atteint, je sais pas, des 300%, lui Pavane tenait un discours contraire, non, que tout va bien, jusqu'à ce qu'il ne soit déposé. Donc moi je crois que c'est des sanctions vraiment commencent par toucher, ils ont frappé, ils ont touché dur, mais il y aura des conséquences. Est-ce que les conséquences, notamment sur le prix du pétrole, et c'est ça la crainte. C'est ça la crainte aujourd'hui. Il y a en Europe, je veux bien dire, il y a par exemple le gazole qui a augmenté en moins d'un an 250%, le prix des carburants. Donc l'Europe aujourd'hui est confrontée à une situation aussi difficile, puisque les conséquences, c'est aussi bien sur la Russie, aussi bien sur les partenaires européens. Et sur ce plan, je crois que le pays européen qui serait le plus touché, c'est l'Allemagne, bien sûr. L'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est le premier fournisseur européen de la Russie, pendant que la France ne dépend que de 1,5%. A dit les exportations russes en Europe, c'est 1,5% pour la France. Donc on comprend aisément que la France peut facilement s'en sortir, alors que l'Allemagne, les exportations de l'Allemagne représentent, en Russie représentent 10%. Vous voyez que c'est un jeu économique, c'est des intérêts économiques. La France, il y va franco parce qu'il sait que son économie n'est pas tellement exposée avec la Russie. L'Allemagne et d'autres pays qui importent le pétrole russe et le gaz, ils savent que voilà, ça ne va pas être si facile pour eux. Et pour tourner le vis, voilà Poutine qui annonce qu'il suspend la fourniture de gaz à l'Europe. Et surtout que l'Europe se tournerait aussi vers la Norvège, qui a dit qu'elle ne peut pas faire autant. Madame Adanou, nonobstant tout ce que Poutine, tout ce que les gens ont dit, la Russie commence par subir les sanctions. Et sur le plan social également, Alexei Navalny avait prévenu les gens, sortez et marchez parce que ces sanctions risquent de peser sur vous, surtout les citoyens russes. Oui, bon, je veux rebondir un peu sur les sanctions prises à l'encontre de la Russie. Bon, hier, Poutine disait que bon, il continuera toujours par fournir le gaz. Et comme aux consommateurs, comme d'habitude. Donc le gaz et le pétrole ne sont pas touchés. C'est seulement sur les engrais, parce qu'il faut les sécuriser aussi pour leur sol, puisqu'ils sont les premiers fournisseurs du blé, d'autres pour l'Europe et en Afrique aussi. Donc le gaz continue pas à être fourni. Et les autres, sauf le domaine de l'Internet, des logiciels et d'autres choses qui sont bloquées. Et donc, le discours que Poutine a tenu, je crois qu'ils ont encore des réserves en or, qu'il essaie quand même d'harmoniser la situation sur le terrain pour le moment. La sanction se fait sentir, ça très bien, bel et bien. Et elle se fait sentir aussi en Europe. En Europe. Donc, moi je vois que l'Europe perd plus ça. L'Europe perd ou bien perd au même titre que la Russie parce que les pays européens sont dépendants en majorité du gaz russe et le prix du gaz, du pétrole est très élevé actuellement. L'inflation est à haut niveau. Et bon, inflation en Europe? Sur le gaz. Là, ce n'est pas l'augmentation du prix. Parce que l'inflation, c'est la hausse générale de tous les prix. Ce n'est plus une inflation, non. C'est la hausse des prix. Non, tous les produits. Il y a une augmentation des produits pétroliers en Europe. Il n'y a pas d'inflation en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation des prix du gaz, mais pas de l'inflation. C'est des termes techniques qui veulent dire beaucoup de choses. Donc, on comprend, c'est votre domaine, c'est son domaine, on comprend. Hausse des prix du gaz, des produits pétroliers, oui, mais pas d'inflation. D'accord. Donc, vous disiez si les pays européens se tournaient vers la Norvège, on avait parlé de la Norvège entre temps. Oui, pour les trucs là. Bon, moi ce que je voulais dire face à cette crise entre la Russie en général, et c'est que les Occidentaux et les Américains ont mal pesé quand même cette crise-là, n'ont pas vu les conséquences immédiates de cette crise venir. Sinon, pourquoi ne pas chercher quand même à
harmoniser la situation? Pourquoi ne pas chercher à respecter les accords et pour qu'on n'arrive pas à ce niveau-là? Il faut voir comment l'Ukraine est détruite. La guerre n'est pas bonne du tout. C'est la faute à l'Occident. Les deux. Elle a des conséquences graves sur la population, sur n'importe qui, tout le monde. Donc moi je me dis qu'on se tend vers une crise économique, et ces sanctions-là est perdues parce qu'on cherche encore à prendre encore d'autres sanctions à l'encontre de la Russie, mais qui sont plus pénalisées. Mais c'est les populations, eux les grands qui sont à la tête des pays, bon, ils en souffrent moins. Et puis bon, excusez-moi, bon, je m'arrête ici après. En attendant, Oris Donkovi, votre regard sur cette sortie du président Poutine, c'est quelqu'un qui finalement commence par sentir les effets des sanctions. Je ne crois pas à ça. Parce qu'on on ne s'engage pas sur le terrain sur lequel ils sont engagés sans s'être préparé. Ça, c'est la première des choses. Après, la deuxième des choses, c'est une question de prisme. Et je comprends tout à fait que l'on puisse le percevoir comme les gens le prennent. Il suffit de... Prenez un planisphère. Et sur le planisphère, regardez... On le laisse d'abord. Il faut les laisser parler d'abord. Prenez un planisphère, et maintenant prenez le planisphère, regardez... c'est son point de vue. Le territoire russe. Ensuite, vous regardez le territoire européen. Et regardez les États-Unis. Parce que, de façon radicale, ceux qui se sont prononcés, ce sont les Européens, ce sont les États-Unis. À partir de l'Amérique latine, de l'Afrique, chacun se retient d'exprimer son point de vue. En Asie, vous avez la première puissance économique qui est la Chine, qui est du côté russe. Elle ne le cache même pas. Vous avez la Russie qui est dans l'OCS, oui. où vous avez l'Inde, le Pakistan, vous avez la Chine. Je me demande si on a même pas mais Maurice, dans la crise, pour le moment, on ne voit pas ces pays sortir officiellement. La Chine, on ne la sent pas. Laisse Maurice raconter son histoire. Toi aussi, tu le coupes. Allez-y. Moi, je suis passionné de ces histoires. Allez-y, Maurice. Tu n'entendras jamais parler parce que je te ferai remarquer que en Afrique, nous sommes, comment dirais-je, biberonnés aux médias occidentaux. Et les médias occidentaux ne te parleront pas du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, de tous les... Vous avez raison. Mais jamais. Mais on ne va pas te dire, par exemple, que le Kazakhstan, c'est la 3e mine de bitcoins mondiale. On ne va pas t'en parler. Donc, la Chine, la Russie. Attends, laisse-moi terminer. Ouais, bon, la Corée du Nord. Prenons le cas de la Corée du Nord. Je sais que les gens vont se demander pourquoi je parle de la Corée. La Corée du Nord, quelles sont ses relations internationales? On va vous dire, ouais, là, sur embargo, les États-Unis n'en veulent pas et ainsi de suite. On va vous parler de la pauvreté de la Corée du Nord. Pendant qu'on parle de la pauvreté de la Corée du Nord et qu'on va vous parler peut-être de la richesse d'Abidjan, la Corée du Nord, elle a une industrie balistique. Elle délocalise ses compétences, comment dirais-je, scientifiques. Est-ce que vous savez que la Corée du Nord pirate les États-Unis et même l'Europe quand elle veut se racketter un peu dessous? On ne lui fait rien. C'est-à-dire, c'est illusoire de penser qu'on peut faire un embargo sur un territoire comme la Russie, alors que vous n'avez même pas la moitié de la planète. C'est une question de prisme. Pourquoi je parle de prisme? Lorsqu'on vous enseigne l'histoire, on vous dit l'Empire romain est le plus grand du monde. À l'époque de l'Empire romain, on ne savait même pas qu'il y avait le globe terrestre. C'est ça la vérité. Donc vous avez des États qui savent cultiver leur histoire, et vous avez remarqué dans ce conflit, justement, il y a des forts relents historiques qui sont dedans. C'est pas chouette. Donc il vous fait une grosse communication. Vous voulez dire tout simplement que c'est une communication. C'est une communication. Pour le moment, Poutine ne sent rien. Je vais vous faire une image pour que vous compreniez. Vous êtes dans une cour, vous êtes dans le quartier. Vous avez un mec qui fait 2 fois votre taille, qui vous donne des gifles. Il y a un gros gourdin à côté de lui. Et maintenant, vous prétendez lui prendre son argent et avoir ça dans la main. Non, je ne te donne pas ton argent. Vous êtes sûr? Le mec, il a des bombes à la frontière de l'Europe. On n'arrive pas à faire des sanctions sans être sanctionné soi-même. Les Européens se divisent. Pourquoi? Parce que certains, comme l'Allemagne, quand il dit l'Allemagne, il a raison. Mais il aurait dû préciser que l'Allemagne, c'est la première puissance de l'Europe. Il fallait déjà commencer par là. La France elle-même qui prend des contre-coups,
C'est le deuxième État le plus puissant. La Hongrie, même déjà la Pologne, elle sourit, mais croyez-moi, je ne crois pas qu'elle soit contente d'avoir 2 millions de réfugiés à ses portes. L'Italie, déjà, ne serait-ce que dans la campagne présidentielle française, vous avez des candidats qui disent qu'il ne faut pas avoir des Ukrainiens sur notre sol. Oui. Donc, ne serait-ce que pour le message de Zelensky qui dit « Oui, il faut que l'Ukraine rentre en Europe », vous avez les diplomates français qui disent « Ne vous laissez pas envahir par l'émotion ». Pourquoi est-ce qu'un président qui est un acteur émérite, qui a eu, d'ailleurs qui est russophone, d'accord, et qui, comment dirais-je, à qui on présume une certaine force de soutien, est obligé de faire des communications où il doit lancer des pics continuels à ceux qui sont censés être ses soutiens. Si Zelensky avait un tel soutien, il ne dirait pas « Non, oui, les Européens, nous sommes là, ne nous oubliez pas, nous sommes là, aidez-nous, nous sommes là. » Non, si les gens pouvaient aider, ils auraient aidé. Ils auraient envoyé des troupes, ils auraient sécurisé des troupes. La preuve pour Taïwan, il y a un fronton armé qui permet aux Chinois, qui empêche les Chinois d'accéder à Taïwan. Ce n'est pas le même cas pour l'Ukraine. Les Occidentaux, tout le monde savait que le niveau de traîtrise qui a été atteint ferait que Poutine envahirait l'Ukraine. Actuellement, on voit à l'ONU, on dit oui, tant de pays se sont abstenus, d'autres ont dit youpi. Et comment ça se fait que toute la sphère étatique de l'ONU n'est pas condamnée la Russie? C'est pas pour rien. Et même l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi nous on en parle alors qu'on est africain. Mais l'Afrique se positionne à un moment de façon stratégique parce que ceux qui ont les ressources, ceux qui sont riches, ceux que tout le monde convoite, c'est le continent africain. Ce n'est pas anodin que vous voyez en Centrafrique à un moment des gens sortir dans la rue, que ce soit organisé ou pas, qui disent nous se tournons à la Russie. Donc il faut faire attention avec ces effets d'annonce, parce que moi ces effets d'annonce, elles me rappellent plutôt comment dirais-je, si vous voulez... Les effets d'annonce, on en a aussi du côté russe. La propagande se trouve à tous les niveaux. La tactique chinoise qui a fait qu'un jour, les gens se sont rendus compte, quand les Chinois ont sorti les rapports réels, c'est-à-dire ils ont sorti, parce qu'avant ils truquaient les chiffres. C'est ce qui s'est passé. Ce débat est intéressant. On va marquer juste la pause. Et toute la planète s'est aperçue que, au fait, la Chine est première, deuxième puissance mondiale. Les gens s'y attendaient pas. C'est un jour comme ça. Ils n'ont pas vu le coup venir. Allez, la pause pour le journal. On va continuer avec la Russie, l'Ukraine, l'Occident et autres. On marque cette pause et on revient pour la suite.